Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis April, je suis autiste et je fais des vidéos depuis plus d'un an pour expliquer en fait mes spécificités autistiques mais aussi dresser un peu un état des lieux après le diagnostic officiel qui a été posé il y a plus d'un an. Et donc aujourd'hui je ne vais pas faire un exposé sur justement mon autisme, mais je vais plutôt essayer de vous amener à une réflexion plus large sur l'autisme au sein de la société. Donc n'ayez pas peur. Mon discours va être peut-être un peu plus intellectuel, je vais citer des auteurs, je vais faire un lien entre littérature et cinéma, etc. Et en fait, j'ai prévu de faire 3 petites vidéos qui vont porter la première vidéo sur la science, la deuxième vidéo sur le militantisme et la troisième vidéo sur les pouvoirs de la fiction. Et pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos de cette sorte, eh bien c'est parce que j'ai lu cet essai d'Alice Senniter qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». Donc cet essai, si vous voulez, nous explique en fait la place des femmes dans les histoires, dans la fiction, notamment dans les romans, la place du personnage féminin, comment il est représenté et comment finalement il a influencé ensuite dans la société la représentation qu'on se faisait des femmes, voilà, et notamment la représentation de leur corps. Donc moi je vais transposer ce récit finalement à l'autisme et je vais voir comment également les récits représentent les autistes et comment ils influencent finalement le jugement de la société sur les autistes, voilà. Et quand je dis histoire, ça peut être toutes sortes d'histoires, ça peut être les romans, ça peut être aussi les séries, les films, ça peut être aussi même le discours politique et scientifique. Alors je ne vais pas forcément citer des œuvres précises ni critiquer et détricoter certaines œuvres qui parlent d'autisme. C'est pas mon propos, parce que mon propos c'est vraiment de réfléchir autour du pouvoir de la fiction et comment il influence la société. Et donc le premier pouvoir de la fiction, ça concerne la science. Alors vous allez vous dire, mais comment ça, science et fiction, c'est opposé? Et bien vous allez voir que pas du tout. Et je vais justement vous expliquer tout ça maintenant. Alors pour ce faire, donc par rapport à mon petit essai là, que je vais essayer de vous vulgariser en toute bonne professeure, alors dans cet essai, en fait, l'autrice fait une distinction entre les faits, donc ce qui est établi scientifiquement, ce qui a été prouvé, et le discours qui en fait est amené à évoluer et n'a pas été prouvé. Donc on va parler du de facto, le fait, et du de dicto, le discours, ce qui est dit. Voilà. Et en fait, ce que nous dit l'autrice, c'est que toutes les connaissances qu'on a et qu'on croit être de facto, qui sont le produit des avancées scientifiques, historiques, etc., sont en réalité beaucoup moins des faits que ce qu'on imagine. Ce sont des discours. Pourquoi? Parce que ces énoncés qu'on a appris à l'école, ces énoncés qu'on a cru être des vérités en soi, eh bien, ils ont pu être modifiés, contredits par l'histoire, par la société, en fonction de l'évolution de cette société. Et que donc, finalement, il faut toujours avoir une certaine distance, un certain jugement critique sur ce qu'on croit être des vérités absolues, des faits, quand parfois, en réalité, ils ne sont que des discours, voilà, et que justement, à ce titre, le récit scientifique, enfin, les vérités scientifiques posent problème quand, finalement, au fur et à mesure de l'avancée de la science et de l'évolution de la société, on se rend compte que ce ne sont pas vraiment des vérités objectives et qu'elles sont même parfois carrément remises complètement en question. Bon. Alors, c'est justement ce problème. Le problème, c'est quand les énoncés que nous considérons comme des vérités scientifiques, il n'en demeure pas moins des récits construits à une époque donnée. Exemple, je vous rappelle que pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate. Donc on pensait que c'était un fait objectif, une vérité absolue, un de facto. En réalité, c'était un de dicto, donc c'était un discours qu'on avait produit mais qui ne correspondait pas à une vérité tangible, voilà. Et donc finalement, ces récits, enfin ces faits scientifiques, de facto, ils basculent dans la fiction. À partir du moment où on a découvert qu'ils étaient faux. Et donc, après avoir été tenus pour vrai pendant des années, finalement, ils deviennent un roman, ils deviennent une fiction, une histoire, voilà. Et donc finalement, nous, on est marqués par plein de récits. Plein de récits qu'on nous dit à l'école, qu'on entend auprès de nos parents quand on est petit, mais aussi le discours des copains entre nous, qui sont eux-mêmes influencés par le discours de leurs parents, voire en fonction des différents cercles qu'on va fréquenter. On ne va pas arrêter d'être influencé par des récits qu'on va finalement, sans s'en rendre compte, ingérer même inconsciemment et qui vont macérer dans notre cerveau.
Voilà. Donc ce que je voulais être amenée à dire, c'est que toute vérité scientifique, quand bien même elle est prouvée par A plus B et qu'elle paraît inébranlable, eh bien elle peut être fragile. Et donc parfois, il faut savoir remettre en question ces vérités. Voilà, la plupart des affirmations parfois que nous émettons, quand on croit qu'elles sont vraies, en réalité, elles sont le produit d'une époque qui correspond à un point de vue, qui peut-être a été fait par quelqu'un à un moment donné, qui n'avait pas tous les éléments en main, qui finalement n'était pas à même de réfléchir de manière totalement objective, voilà. Et donc, si moi je vous dis par exemple que je suis, imaginons Mélissa, j'habite Paris 13e et je suis cuisinière, bah, vous n'allez pas remettre ce fait en question. Hein, sauf si vous savez que c'est faux, mais parce que vous allez me croire, bien sûr. Donc la vérité, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois tout vérifier scientifiquement, on ne peut pas à chaque fois tout prouver par A plus B que ce qu'on dit, ce qui est dit est à chaque fois vrai. Hein, voilà. En fait, toutes nos vies, ce sont des récits qu'on se dit, des récits qu'on dit aux autres. On décide aussi de dire certaines choses à d'autres et pas d'influencer en fait la représentation que les autres vont avoir sur nous, etc. Alors c'est sûr que quand on a un grand mythomane, du coup, on s'amuse bien parce qu'on peut raconter n'importe quoi à des inconnus, que du coup les inconnus vont nous croire parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas vérifier. Enfin, ils sont obligés de nous croire sur parole. Voilà. Donc en fait, ça m'amène à cette fameuse phrase d'Umberto Eco, donc n'ayez pas peur, hein. Umberto Eco c'est juste un théoricien de la littérature, voilà, et tout simplement Umberto Eco, ce qu'il dit, c'est que pour vous résumer, quand je regarde le soleil et que je dis il fait soleil, bah, c'est un fait qui peut être vérifié immédiatement. Par contre, si je dis le lendemain à quelqu'un hier il a fait soleil, eh bien ça va être un discours, on va pas pouvoir le prouver scientifiquement parce que c'est trop tard, vous voyez. Et donc finalement, Umberto Eco, il nous invite du coup dans nos récits à faire confiance à la communauté des scientifiques qui va lui faire cet effort de prouver, de chercher que ce qu'on dit est vrai, voilà. Et donc pour chaque, on va dire, problématique, problème, question de société, etc., on va nous être amenés à faire confiance à cette communauté de scientifiques pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas tout vérifier. Donc Umberto Eco, il appelle ça la division sociale du travail culturel par laquelle on s'en remet à des gens spécialisés pour le prouver. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vérifier à chaque fois que tout est vrai, que ce qu'on dit, etc. a bien été le fruit d'une étude sérieuse, etc., etc. Ce serait épuisant. Donc il faut accepter que nous vivons dans on va dire, une sphère de connaissances données fondée sur des affirmations, mais des affirmations qui peuvent être poreuses, en fait, qui sont du discours et non pas des faits, et qui, à partir du moment où ils sont démontés et contredits, vont passer du côté de la fiction. Alors peut-être que vous me voyez venir, mais du coup je vais parler par rapport à l'autisme et à ces fameux discours scientifiques versus récits individuels. Donc quand je dis que je suis Mélissa, que j'habite Paris 13e et que je suis cuisinière, bah une personne lambda, elle va pas forcément remettre ça en question, vous voyez. Elle ne verrait pas pourquoi je mentirais. Par contre, si j'ajoute que je suis autiste, là tout d'un coup ça va être la suspicion. Bon, la plupart du temps, hein, ça peut arriver qu'une personne également me croie sur parole, mais la plupart du temps, ça va lever quand même le doute. Et en fait, on va avoir tendance à vouloir se raccrocher à un discours scientifique rassurant. Lequel étant, est-ce que j'ai eu un diagnostic officiel? Et si oui, est-ce que ça a été posé par un spécialiste reconnu ou bien par une institution reconnue? Et si c'est pas le cas, ou si la personne trouve quand même à en redire, eh bien elle va considérer que le discours du scientifique est plus important que le propre récit de cette personne, en l'occurrence le fait que je dise que je sois autiste. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que finalement la plupart des personnes, elles vont refuser le récit de la personne autiste qui se définit comme autiste sous prétexte qu'à ses yeux, à elle, la communauté scientifique est plus digne de confiance que le propre regard que cette personne pose sur elle-même. C'est cette communauté scientifique qui va peut-être dire que non, elle n'est pas autiste parce que l'autisme c'est ça et que ces personnes, elles en ont une vision du coup particulière. Elles vont croire que ce sont des faits scientifiquement prouvés et avérés alors qu'en réalité ce ne sont que des discours, voilà. Donc ça soulève plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on vient de voir que toute vérité scientifique est à prendre avec des pincettes, car elle peut potentiellement évoluer, voire être contredite plus tard. Et je ne suis pas sans vous rappeler que la France a 40 ans de retard sur la question de l'autisme. Donc ça laisse un petit peu imaginer
les potentiels récits, les potentielles fictions qui s'annoncent devant nous. Deuxième problème, eh bien, quand il s'agit d'éléments extérieurs, comme la relativité de la Terre, eh bien dans ce cas-là, je veux bien en fait m'en remettre à une communauté scientifique, hein, car après tout, qui sommes-nous pour remettre ça en question? Mais quand il s'agit d'éléments intérieurs, inhérents à la personne, structurels et directement liés à cette personne, c'est déjà plus critiquable de faire finalement de remettre en question son discours à elle et de faire reposer sur ses épaules le poids de la communauté scientifique qui là encore est toute relative, hein. Et le fameux discours savant du médecin qui est un peu du coup une parole autoritaire comme si ce médecin savait mieux que vous ce que vous étiez, ce que vous aviez et qui d'ailleurs parfois ne peut ne pas se mettre à jour dans ses connaissances et qui du coup peut aussi tomber à côté, même si il est considéré comme spécialiste de sa discipline. Voilà. Et le troisième problème, et là où c'est encore plus gênant, c'est quand finalement des personnes non scientifiques et extérieures votre cause, elles vont en fait utiliser ce discours scientifique qu'elles vont prendre pour des faits établis, alors que ce ne sont que des discours, pour eux, pour finalement vous contredire votre recherche de vérité. Le fait que vous, vous cheminiez par rapport à ça. Et c'est les fameuses phrases non, tu ne peux pas être autiste, l'autisme, ce n'est pas ça. Parce que ces discours, en fait, ont une idée préconçue. Donc dans mon cas, par exemple, autiste officiellement diagnostiqué, on m'a déjà stipulé que mon discours était faux et que je devais me renseigner avant de parler. Et on m'a gentiment mis en commentaire des liens de thèses, de médecins spécialistes pour m'aider à cheminer sans doute, merci. Mais c'est quand même très particulier. Imaginez, est-ce que vous diriez à un aveugle qui parle de sa cécité qu'il a tort et qu'il devrait se renseigner auprès de l'imminent spécialiste de la cécité avant de parler? C'est un peu gênant, n'est-ce pas? Et cette posture, en fait, ça met là encore en lumière plusieurs problèmes. Le fait qu'on nie finalement la diversité du spectre autistique et aussi au sein de ce spectre, la diversité de l'expression des spécificités autistiques. Le fait est que finalement, on n'a pas tous le même autisme, si j'ose dire, et qu'ils ne s'expriment pas tous de la même manière. C'est comme ça, même au sein de la neurodiversité, il y a aussi de la diversité. Donc ça peut être le cas entre les personnes dans la norme et les personnes autistes. Et c'est le fameux bizarre, ça se voit pas que t'es autiste, t'as pas l'air autiste. Ou alors, mon fils aussi est autiste et lui, il arrive pas du tout à conduire, hein. Et toi, t'es autiste et tu conduis. Vous le sentez, le soupçon? Voilà, donc ça c'est un peu... Bon, parfois ça arrive qu'on a du mal à prendre en compte la diversité du spectre. Et surtout quand finalement on se sent pas directement concerné ou quand les personnes dans la norme qui du coup connaissent quelqu'un qui est autiste, eh bien se fait une idée de ce qu'est l'autisme et qu'elle va prendre ça pour un fait, pour tous les autistes sont comme ça et non pas pour... non, ça c'est juste l'histoire de cette personne mais c'est pas forcément l'histoire de toutes les personnes autistes. Ça peut aussi arriver au sein même de la communauté autistique ou neuroatypique qu'on doute aussi entre nous de l'autisme de l'autre parce qu'il ne correspond pas au nôtre et donc on va avoir parfois ce type de discours non, l'autisme c'est pas ça, c'est ça. Ok, alors ton autisme s'exprime de cette façon et le mien s'exprime de cette façon. Ok, ça va comme ça, on peut faire la paix. Ou alors, c'est la même chose avec le haut potentiel, en fait. Le haut potentiel qui, pour moi, est aussi un spectre. D'ailleurs, les nombreuses dénominations le prouvent. Et d'ailleurs, récemment, on m'a stipulé en commentaire que je disais n'importe quoi sur le haut potentiel intellectuel. Alors, j'entends, peut-être que pour cette personne, je disais n'importe quoi. Mais en fait, je parle juste de mon ressenti, si j'ose dire, de mon haut potentiel à moi. Voilà, donc est-ce que c'est possible d'envisager qu'on n'est pas des robots, en fait, et qu'il y a juste des personnes en fait face à vous. C'est pas, on pourra jamais, être des prototypes parfaits d'autistes ou de haut potentiel dans la tête des gens. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je parlais de HPE et je le sais, la fameuse thèse de Raymond Dazan, HPE, HPI, elle n'a pas été validée scientifiquement ou je sais pas quoi. Bon, à force d'entendre le mot scientifique, je crois que je vais avoir de l'eczéma. Je sais tout ça, mais on va dire que comment voulez-vous prouver à 100% quelque chose d'aussi intérieur, d'aussi profond, d'aussi ressenti, j'ai envie de dire d'aussi humain qu'un fonctionnement neurologique? C'est pas possible en fait, vous pourrez pas, on n'est pas des machines. Et je ne dis pas que le haut potentiel émotionnel, parce que moi je me considère comme ça, est vrai
je dis que moi, je ressens ce haut potentiel émotionnel et intellectuel comme vrai, en fait. C'est différent. Je parle vraiment de mon ressenti. Et c'est vrai que ça me fait mal quand des personnes me disent que la pensée par arborescence, ça n'existe pas, c'est une invention ou je sais pas quoi, bidon. Mais en fait, on parle du ressenti des gens. S'il y a des millions, voire des milliards de personnes qui ressentent cette fameuse pensée par arborescence, c'est qu'il y a quand même une raison. Alors après, peut-être que c'est pas au potentiel, peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, il y a un problème de dénomination, mais il n'y a certainement pas un problème de facto. Là, c'est un fait, voilà, et c'est pas du discours, parce que ça part de l'humain. Bon. Alors, deuxième problème concernant justement ce discours scientifique, c'est que parfois, enfin souvent, on considère que la science a raison sur l'homme. Donc dans la science, du coup, on se base sur le de facto, sur les faits, plutôt que le de dicto, ce qui est dit, et notamment ce que le patient dit. Donc si ce que le patient dit ne correspond pas aux connaissances précises du médecin, eh bien finalement on va lui nier, en fait on va nier les symptômes, enfin la pathologie ou le ressenti de ce patient. En fait on va lui opposer à l'expression de sa souffrance, eh bien les déterminations, les symptômes qui sont marqués noir sur blanc dans les petites fiches, qui ne sont pas du coup celles du patient. Et comme le patient ne rentre pas dans ces cases-là, et que ces symptômes parfois malheureusement ne sont pas vérifiables, eh bien alors on va considérer qu'il n'a rien, ou en tout cas on va pas savoir comment l'aider. Donc c'est le problème de ceux qui ont par exemple des douleurs invisibles, des maladies inflammatoires qui ne se voient pas en radio, où on a vu récemment avec le Covid et les fameux faux négatifs, en fait, ça ne se voit pas, on peut pas le vérifier concrètement, c'est pas palpable, mais bon voilà, le patient il ressent des choses apparemment, ou pas d'ailleurs si c'est asymptomatique, mais il y a quelque chose, et en face, finalement on reste sur ces faits et on n'essaie pas d'aller vers l'autre. Donc moi, ce que je ressens en fait dans ce cas-là, c'est que plutôt que d'aller vers le patient puis de l'amener, ensuite de faire le lien avec les connaissances scientifiques que possède le médecin ou le spécialiste quel qu'il soit, souvent on reste en fait au niveau de ses connaissances et on ne va pas vers le patient. En fait, on ne fait pas ce va-et-vient, ce qui s'appelle en fait l'empathie. Et du coup, finalement, comme on ne fait pas ce va-et-vient, le patient, en fait, c'est une non-communication en fait, voire une non-prise en charge. Mais moi, je trouve que c'est vraiment embêtant quand on a en face des personnes comme moi. Toute ma vie, j'ai dit que j'étais pas bien à des médecins, que j'étais anxieuse. Et finalement, eh bien, comme je rentrais pas dans leur case à eux, la façon dont les médecins avaient appris leurs connaissances, il n'y avait pas finalement de véritable échange pour m'accompagner, pour m'aider dans une solution, vers une solution. Voilà. Et notamment le DSM-5, hein, le DSM-5 finalement, c'est le 5e DSM, comme son nom l'indique. Donc il a été amené à évoluer au fur et à mesure où on le modifie. Donc potentiellement, il va vers le mieux. Avant, on parlait d'autisme Asperger. Maintenant, on parle de troubles du spectre autistique. Et donc ça montre bien que finalement, ces fameuses connaissances, elles sont poreuses et que petit à petit, on essaie d'aller vers plus de finesse, plus de détails, etc. Mais qu'on ne peut pas finalement totalement compter sur ses connaissances, sur ses bouts de papier, sur ses faits, parce qu'en réalité ce ne sont pas des faits, ce sont du discours, c'est du récit. Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se baser sur le discours du patient, sur sa vérité intérieure? Quelque chose effectivement qui n'apparaîtra dans aucun tableau, dans aucun manuel de quel qu'il soit. Mais juste si on pouvait essayer de prendre en compte individuellement le récit intérieur du patient plutôt que de se baser sur des récits qui sont en plus très généraux. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une difficulté à prendre en compte d'un point de vue individuel l'autre en fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il pour ce qui le rend vivant, ce qui le rend humain. Et ça, je trouve ça embêtant. Et la troisième chose, c'est le manque d'objectivité de la science, hein, le fait que on a l'impression qu'on veut à tout prix finalement prôner une objectivité à tout prix.